Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'une œuvre qui n'est pas récente. Je ne suis pas une influenceuse là pour vous vendre les dernières parutions, mais qui est pourtant très d'actualité, très contemporaine. Il s'agit du roman Les animaux dénaturés de Vercors. Alors c'est vrai qu'on connaît plutôt Vercors pour son passé de résistant, qui a qui l'a conduit à écrire le célèbre Silence de la mer. Mais là, cette œuvre est quand même très particulière. Alors, je ne vais pas en faire une lecture philosophique ou littéraire. C'est pas l'objet de cette chaîne. J'ai plutôt porté un regard de psychosociologue, enfin de psychosociologie, c'est-à-dire l'étude du lien, le carrefour entre la psychologie et la sociologie, c'est-à-dire comment le groupe influence l'individu, comment l'individu influence le groupe. Vous avez un psychosociologue qui est très connu, médiatique, qui est Jacques Salomé, par exemple. Alors, on le connaît pour tout ce qui est communication non violente, méthode TER, mais il s'est aussi beaucoup intéressé aux groupes que sont le milieu du travail et le milieu scolaire. Donc là, on va parler des animaux dénaturés. Vous trouverez les coordonnées précises de l'œuvre en bas dans la barre de description. Mais cette œuvre, elle pose vraiment la question, elle interroge et elle ne répondra peut-être pas, vous verrez, parce que je ne vais pas vous dévoiler la fin du roman. Donc elle pose la question de qu'est-ce qu'être humain, hein. Et je pense qu'à l'heure où on parle de plus en plus de transhumanisme, il faudrait peut-être se reposer cette question-là, qu'est-ce qu'être humain? Alors, excusez-moi, de temps en temps, j'ai un œil sur mes notes parce qu'au fil de ma lecture, j'ai pris des notes. Euh, alors, on pourrait y répondre d'une manière très scientifico-actuelle, c'est-à-dire par la génétique. Il y aurait un génome spécifique à chaque espèce, donc l'espèce humaine a sa réponse, son empreinte génétique, je dirais. Et puis d'autres animaux ne l'ont pas, mais Vercors, l'œuvre est de 1952, donc il ne s'appuie pas sur cette idée-là, et tant mieux pour nous. Parce que donc l'histoire se déroule dans l'Angleterre du début du XXe siècle, Angleterre et Nouvelle-Zélande. Donc on est encore sous l'empire colonial anglais, hein. On disait que l'empire était tellement vaste que le soleil ne s'y couchait pas, hein, puisque on avait tout le panel d'est en ouest possible. Et donc, nous avons une découverte euh, en Nouvelle-Zélande qui interroge l'idée de l'époque, donc influencée par Darwin, qui serait que l'homme descendrait du singe dans une espèce de continuité presque, alors pas complète parce que il y a des histoires de branches, mais il y a quand même cette idée de l'homme descend du singe. Et donc, mais il y a quelque chose qui colle pas non plus dans cette théorie. Et donc, cette découverte pourrait être le chaînon manquant, c'est-à-dire l'animal ou l'humain ou qui serait entre la branche du singe et la branche de l'homme. Euh, donc, on envoie une équipe là-bas. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez un zoologue, vous avez un anthropologue, vous avez un prêtre anglican, vous avez un journaliste, vous avez comme ça euh, des professionnels divers et variés pour porter un regard presque complet sur ce chaînon manquant, parce que ce chaînon manquant, c'est pas seulement une mâchoire, c'est un être vivant qu'ils vont appeler tropie. Euh, donc, toutes ces personnes arrivent là-bas, les observent,
et se pose évidemment des questions. Est-ce que ce sont des singes évolués? Est-ce que ce sont des pré-hommes? Euh, donc voilà, beaucoup de choses, beaucoup de questions se posent. Comme il y a un journaliste sur place, il fait des articles qui paraissent évidemment dans la presse. Alors à l'époque, c'était la presse écrite. Et évidemment, l'Angleterre de l'époque s'est beaucoup industrialisée. D'abord parce qu'elle était en avance par rapport à la France sur le machinisme, parce que avec ses colonies, elle avait un grand nombre de matières premières, et puis parce qu'elle avait développé quand même une main-d'œuvre à bas coût. Lisez Dickens et vous aurez un petit peu la vision de la façon dont on traitait les ouvriers dans l'industrie anglaise. Donc, cette découverte intéresse les industriels. Pourquoi? Parce qu'ils se disent on va pouvoir embaucher des êtres qui ne sont pas des humains, donc à proprement parler, donc on n'aura pas besoin de les payer, et qui ne sont pas des animaux. Ils ont l'air d'être un petit peu plus futés, puis surtout, on n'aura pas toutes les associations de préservation des animaux. Donc, ça commence à intéresser un petit peu le monde, les banques, les industries, les scientifiques, l'Église, enfin, tout le monde s'intéresse à cette question-là. Et alors, je ne vous dis pas pourquoi arrive un moment un procès, et ce procès va conduire à se questionner sur est-ce que les tropies sont des hommes ou pas. Et là, pour répondre à la question, il faut répondre déjà à la question qu'est-ce qu'être humain? Alors, c'est pas du tout, le ton n'est pas du tout grave, pédant ou quoi que ce soit. Hein. C'est un roman. Il y a même des passages qui prêtent à sourire, pour ne pas dire rire. Donc, c'est quoi être un humain? Est-ce que c'est lié à son corps? Alors, on peut regarder la mâchoire, le pied, le fait d'être bipède ou pas. Est-ce que c'est lié au langage? Alors, on a tendance à dire que l'humain est le seul à avoir un vrai langage articulé, mais c'est pas aussi simple que ça. Est-ce que c'est être intelligent? Mais qu'est-ce qu'on appelle l'intelligence? Parce que on s'aperçoit dans des expériences en laboratoire que y a des animaux qui peuvent. Vous avez même des expériences qui montrent des pigeons qui ont compris qu'en appuyant sur telle manette, ils pouvaient obtenir telle graine. Et qui répètent, hein, bon, c'est un peu Pavlov, là, le réflexe conditionné, mais c'est une forme d'intelligence malgré tout. Est-ce que c'est le fait d'avoir certaines émotions, être capable d'empathie? Mais tous ceux qui ont des animaux, par exemple des chiens, vous diront que quand ils n'ont pas le moral, vous avez le chien qui vient contre vous pour vous consoler. Donc l'animal a de l'empathie, en tout cas certains animaux. Est-ce que c'est un type d'activité? On fait du commerce, nous les humains, on fait de l'art, on fait de l'artisanat, etc. Mais on pourrait voir que certains animaux font du troc, certains animaux fabriquent des objets, même rudimentaires, pour, par exemple chez les singes, pour leur servir à, je sais pas, recueillir de l'eau, couper un fruit, etc. Donc c'est pas aussi simple que ça. Et on en arrive à se dire, est-ce que est-ce que ce ne serait pas la spiritualité qui définirait l'homme? Spiritualité au sens large, c'est-à-dire la capacité d'abstraction. Et là, on se met à classer le type de spiritualité, la valeur. Il y a toute une échelle. Alors, il faut se replacer à l'époque où, rappelez-vous, l'exposition universelle, où on avait des pavillons dans lesquels il y avait des os humains avec des pygmées, des peuplades jugées animales. Et donc, la spiritualité, on se retrouve à la classer. Il y a des spiritualités nobles comme la religion, et puis de moins en moins nobles, on arrive au fétichisme, au vaudou, et puis tout en bas, on a le cannibalisme. Mais le cannibalisme,
c'est humain, puisqu'il n'y a que les humains qui le font. Euh, donc la pratique du cannibalisme, c'est l'idée de prendre la force, de prendre l'esprit de la personne qu'on a mangée. Donc c'est une pratique, entre guillemets, spirituelle. C'est pas j'ai faim, je mange ce qu'il y a devant moi. Donc tout ce questionnement, on le retrouve dans ce roman. Alors est-ce qu'on a une réponse? Je vous laisse vérifier. Comment on en arrive là? Je vous laisserai vérifier. Enfin, je vous invite vraiment à le lire parce que c'est une découverte tardive. J'aurais pu le lire bien avant, mais c'est un vrai régal. À bientôt.